Amis, bienvenue dans cet nouvel épisode de Parlons-en Diaspora. Donc aujourd'hui on va parler de la situation de la guerre en Ukraine. C'est dommage d'appeler ça la guerre, bon, c'est comme ça que tout le monde appelle ça. Bon, c'est une guerre. La guerre en Ukraine entre la Russie et l'Ukraine. En fait, moi j'aime pas aborder des sujets qui sont hors contexte africain, quoi. Parce que moi je suis un panafricain, j'aime parler seulement des choses de l'Afrique. Mais là, c'est que cette histoire-là, ça devient un sujet d'actualité, et puis ça commence à concerner tout le monde. Moi, étant donné que j'ai passé une partie de ma vie en Ukraine, je suis resté là-bas, au temps de l'URSS, et j'ai fait une partie de mes études là-bas. Donc, j'ai un point de vue un peu mitigé, bien que ça fait longtemps que je suis resté là-bas. Je suis quand même un vieux. Et temps de l'URSS, de l'Union soviétique. Et donc j'ai un point de vue mitigé par rapport aux choses que se disent dans les médias, dans des grands médias, les médias standards que vous connaissez. Donc je ne vais même pas citer leurs noms. Donc c'est un peu ça. Donc je tiens à dire que moi je suis ni je fais pas la propagande de la Russie ou bien de l'Ukraine. Je suis ni un pro-russe ni un pro-ukrainien. Je vais juste donner mon point de vue par rapport à ce qui se passe, ok? Ok, premièrement, il faut savoir que cette guerre se passe entre des peuples frères. C'est comme l'a dit le président Poutine, à la base, il y avait l'empire, c'était un empire, il y avait ils appartenaient tous au peuple russe. Et après, il y a eu des divisions avec le temps, il y a eu des Ukrainiens qui sont sortis, donc c'est un peu comme ça. Et après, il y a eu la révolution soviétique. Donc il y a eu l'URSS, l'apparition de l'URSS, et dans l'URSS, il y avait englobé beaucoup des États, des provinces, comme aux États-Unis un peu. Il y avait un gouvernement centralisé, un gouvernement central, et il y avait des États qui n'étaient pas des... Ça c'est la Crimée, on va parler de la Crimée après. Donc il y avait des États qui n'étaient pas, disons, qui n'étaient pas des États. C'était comme des provinces, ils avaient une certaine autonomie. Donc c'était un peu comme ça, et il y avait un système central qui dirigeait tout ce monde, ok, au temps de l'URSS. Donc ces États-là, ils n'avaient pas, il y avait l'Ukraine, la Russie, c'était on appelait ça des républiques. République de la Russie, République de l'Ukraine, République de la Bélarussie, la Moldavie, République de la Géorgie, donc c'était des petites républiques comme ça, il n'y avait pas de premier ministre ni de président. Ce n'est qu'en 99, avec au temps du président Gorbatchev, avec l'effondrement de l'Union soviétique, qu'il y a eu maintenant l'apparition des États. Ces États-là ont eu maintenant leur autonomie, ça devient des républiques avec des premiers ministres, des présidents même. Ok? Donc c'est comme ça que c'est apparu maintenant, ils avaient maintenant leur autonomie, tout ça. C'est pas les Bélarusses qui ont demandé à devenir les noms. C'est que l'État s'est effondré parce que il y avait de la machine de l'État. L'URSS, il y a eu des problèmes de crise, tout ça. L'État s'est effondré et on a donné l'autonomie à tous les gens. Il ne faut pas que les gens disent que les Ukrainiens sont battus pour leur indépendance. Non. Nous, on était sur le terrain. Moi, j'étais en Ukraine quand il y a eu cette séparation-là. C'était quelque chose de centralisé. On a demandé aux gens, tous les États, ils ont eu leur indépendance. Nous-mêmes, quand il y a eu ça, il y a eu un problème aussi de nationalisme qui a commencé à augmenter. Donc, il y a eu des nationalismes avec l'apparition des États, il y a eu des extrêmes nationalistes. Et le nationalisme, chez eux, ça se manifestait à être contre la langue russe et les russophones, les Russes. Donc, les Russes ont subi vraiment une chasse, quoi. Nous, on avait même un recteur, comme le recteur de l'université, qui était russe. Mais il fallait le changer parce qu'on l'a menacé on te met mal à l'aise jusqu'à ce que lui il a démissionné. Et puis quand tu démissionnes comme ça, vu que tu as grandi là-bas, tu es né là-bas, et puis il a changé de ville, il a changé même il était parti, je me pense justement en Crimée ou bien dans les régions là, il y a donc il y a eu ce problème-là. On n'a pas fait fuir tous les Russes, mais il y a eu beaucoup de Russes, surtout qui avaient des grands postes, qu'on a commencé à chasser. Et ces problèmes de minorité russe là, c'était un peu partout. On a vu ça dans les pays pré-baltes, dans Lituanie, en Latvie, il y a eu ça, il y a eu même des guerres là, en Géorgie. Parce que les Russes, ils soutenaient aussi leur minorité. Quand ces gens-là, ils avaient des problèmes, ils demandaient de l'aide à la Russie, et puis les Russes les soutenaient.
Donc c'est comme ça que les problèmes ont commencé, les problèmes des minorités russes. Maintenant après, il y a eu maintenant aussi le problème de la Géorgie. La Géorgie voulait en même temps, ils ont même un problème, ils voulaient aussi en même temps regagner l'OTAN. C'est une autre face de ce conflit. Il y a le problème des minorités et le problème de regagner l'OTAN. Ces pays-là, l'URSS a longtemps été dans la guerre froide en concurrence avec l'OTAN. Ok? Donc, pour eux, c'était vraiment, pour les Russes, c'était mal vu que ces pays-là puissent être, c'était comme, ils sont des traîtres, quoi. Ils peuvent aller s'aligner à nos ennemis d'hier. Tu vois? Et les Russes, avant, ils n'avaient pas peur de l'OTAN. Mais ce qui a fait aussi que les choses changent, ça c'est l'Estonie, la Latvie, ce qui a fait les choses, c'est que l'envergure commence à prendre l'OTAN avec les bombardements en Irak, en Libye, en Syrie. Les Russes maintenant sont révoltés, ils voient l'OTAN comme, ce n'est plus comme ils croyaient, qu'une organisation pacifique pour se défendre, mais ils voyaient plutôt que ça commence à devenir une organisation qui peut frapper sans condition, sans machin. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu maintenant, ils commencent à avoir peur. Et les gouvernements qui s'hasardaient à s'allier avec l'OTAN, les Russes les voyaient déjà comme ennemis. Donc, en Ukraine, il y avait un gouvernement qui était modéré. En fait, il y avait des nationalistes avant qui ont fait des démarches pour être membres de l'OTAN. Même au niveau de l'OTAN, je pense que comme ça a duré, parce que la demande d'adhésion de l'OTAN de l'Ukraine, c'est depuis longtemps. Mais ça a duré parce que dans l'OTAN aussi, il y a des gens qui voyaient ça négatif. Que ça peut nous provoquer des problèmes et puis ce n'est plus... Parce qu'il ne faut pas aller entre des frères. Il ne faut pas aller chercher à séparer les frères sans penser que ça ne va pas être tu vois, ça va créer des problèmes. Donc il y avait des gens... Donc il y avait des gouvernements au niveau de l'Ukraine qui ont demandé à ce qu'il y ait adhésion. Mais après... Comme il n'y avait pas adhésion en l'OTAN, tout ça, et il y a eu des votes, il y avait maintenant des modérés qui ont gagné. Des modérés, moi je dis bien, le gouverneur Viktor Yanukovych, c'est pas des pro-russes. Hein? Ça, c'est j'ai oublié le premier ministre, c'est lui qui avait demandé au président, c'est lui qui avait demandé de rejoindre l'OTAN. Mais après, quand on a gagné par les élections, le président Yanukovych a gagné les élections, ça c'est le président Viktor Yanukovych. Lui, il a demandé maintenant, c'est pas un pro-russe. Il a demandé de signer des accords avec la Russie, pas parce que bon, économiquement, ils ont besoin d'argent. Donc, ils ont signé pour qu'on puisse avoir le gaz moins cher, des choses moins chères. Donc, pourquoi? Parce que ils calculaient les avantages, que c'est mieux pour nous d'être avec. Parce que les pays, des gens ne savent pas, il y a beaucoup de pays qui sont dans l'Union européenne, comme la Roumanie, la Hongrie, qui sont dans l'Union européenne, mais ils n'ont pas le même train de vie que l'Angleterre ou bien les Allemands. Donc, il y a des gens en Ukraine, des modérés, surtout ils ont des vieux, qui voyaient que c'est les jeunes qui veulent nous emmener dans cette aventure de l'OTAN, de l'Union européenne. Maintenant, lui, on l'a accusé que c'était un pro-russe, un vendu. Donc, ils ont mené la guerre à Yanukovych jusqu'à ce que le gars puisse démissionner. Ça, c'est la révolution de Maïdan. Donc, mais les gens disent que cette révolution a été financée par les Américains. Donc, c'est cette révolution qui a fait que lui puisse démissionner. Il y a eu même des morts. Donc, ça pouvait devenir une guerre civile. Parce qu'il y avait aussi des Russes, des gens modérés qui supportaient Yanukovych, qui étaient contre cela. Et le président a quitté, il est parti en Crimée, après il s'est retrouvé en exil en Russie. Donc, c'est comme ça que maintenant les nationalistes sont emparés du pouvoir. Dès qu'ils se sont emparés du pouvoir, ils ont cassé toutes les choses qu'il avait fait. Ça, c'est la Crimée, on va parler de la Crimée. Les contrats qu'il avait fait avec la Russie, ils sont tournés encore vers l'OTAN. Et en fait, le problème de l'Ukraine, les gens ne savent pas. Malgré que c'est aussi une patate chaude pour l'OTAN. Ils savent ça. C'est pour ça que depuis longtemps, ils demandent avant, ils n'étaient pas chauds. Mais dernièrement, seulement l'OTAN a commencé à faire des exercices, les militaires de l'OTAN commencent à faire des exercices en Ukraine. C'est là où les Russes ont commencé à s'inquiéter. Donc, les Américains, et puis ils ont mis à la tête du pays, et ils ont financé, les gens disent que les Américains ont financé cette révolution qui a fait fuir Viktor Yanukovych, et puis on a mis un nouveau gouvernement. Maintenant, concernant la Crimée,
beaucoup de médias, hein, ils vont vous dire, les médias comme France 24, RFI, CNN, machin, les pro-occidentaux, ils vont vous dire que la Russie avait annexé la Crimée. Chose qui est faux. Nous, on était là-bas. Là, on connaît ce qui se passe là-bas. La Crimée, là, que vous voyez là, c'est 95% c'est dans les Russes. La Crimée n'a jamais appartenu comme entité directe, comme une ville ou bien quoi de l'Ukraine. Ce qui s'était passé, c'est qu'au de l'URSS, ici, c'est des Russes qui vivent. Ici, il n'y a pas vraiment d'industrie. C'est un port. Il y a des bateaux, tout ça, il y a des militaires. Au temps de l'URSS, le président Staline avait décidé que la Crimée puisse être administrée comme gérée par l'Ukraine. L'Ukraine lui-même faisait partie de l'URSS. Je dis bien autant de l'URSS. Mais les Stalines ne sont plus là. Quand l'URSS s'est disloquée, même avant qu'ils parlent de leur problème de révolution, machin, il y avait déjà le problème de la Crimée. La Crimée voulait déjà revenir à la Russie. Les gens qui vivent ici, parce que la monnaie était commune, la langue était commune. Dès qu'ils ont changé, ils ont commencé à imposer la monnaie de l'Ukraine, la langue de l'Ukraine, l'éducation. Eux, ils ont dit non, on va revenir à la maison. Donc, il y avait déjà le problème de la Crimée depuis longtemps. Nous, on est venus là-bas, il y avait ce problème. La Crimée voulait. Ici, ils vivent, le mode de vie est comme en Europe. Ils ne vivent pas comme ici, là. Donc, quand il y a eu maintenant cette révolution de Maïdan, comme ils disent, quand il y a eu vraiment cassure, là, on a dit que bon, eux, ils se sont déterminés, ils ne vont plus laisser un dirigeant pro-russe arriver au pouvoir. Et il y a eu maintenant des intimidations, tout ça. Presque, on a commencé à faire la guerre. C'est pour ça qu'il y a eu la guerre dans les régions de Donetsk, Donbass. Là, les gens sont partis se réfugier là-bas. Et puis, il y a commencé à voir. Les gens de la Crimée, les Criméens, ils ont décidé de faire un référendum. Ils ont fait un référendum pour être alliés, pour revenir à la Russie. C'est avec ce référendum qu'ils sont revenus. C'est pas revenir physiquement, seulement ils ont voté qu'on va faire partie de la Russie. Donc maintenant, la Russie leur a dit, ok, vous allez maintenant utiliser notre monnaie, vous allez continuer à utiliser la langue comme au vieux temps de l'URSS, la langue russe dans l'éducation et tout ça. C'est ça ce qui s'est passé. La Russie, ici, il y avait déjà un militaire russe. Comment la Russie va annexer la Crimée si la Crimée est déjà russe? Même au temps de l'URSS, ici, il y a toujours des bases russes, ici, dans la Crimée. Donc, c'est comme ça que la Crimée est revenue ils ont fait un référendum pour aller vers la Russie. Revenons à nos moutons. Donc, le conflit entre le gouvernement de Zelensky, le gouvernement et les séparatistes russophones sont lisses de plus en plus. Donc, les séparatistes sont partis dans des régions séparatistes, donc le Donbass qui est ici, Donetsk et Lugansk qui sont ici, là. Il y a beaucoup de russophones, pas trop, hein. Il y a quand même 70% peut-être des russophones, mais il y a aussi des Ukrainiens ici, tu vois. C'est pas comme la Crimée c'est 90%, c'est même 100% des Russes seulement. Ok? Donc, ça s'enlise, là maintenant, les Russes aussi ne voulaient pas s'engager militairement. Et la Russie, c'est un grand territoire. Il y a des Russes aussi qui disent qu'ils n'ont qu'à revenir à la maison. La Russie, c'est un grand territoire et puis il y aura la place pour tout le monde. Mais c'est que les gens sont nés là-bas, ils ont grandi, ils ont leurs entreprises. Leur faire revenir aussi, c'est pas facile. Il y a un moment, on disait par exemple aux Antillais ou bien aux Haïtiens de revenir en Afrique. C'est pas facile, c'est facile à dire, mais les gens ont déjà marché là-bas et puis vont revenir comment? Donc c'est un peu ça. On dit que l'Afrique est grande, il y a des espaces là, ils peuvent revenir. Donc, c'est un peu ça ce qui fait que les gens là puissent rester là-bas. Et maintenant, il y a eu la guerre, on a fait un dialogue. Le dialogue en Bélarussie, à Minsk, ils ont fait un traité. Ce traité-là donnait une certaine autonomie aux régions séparatistes de Donetsk et de Lugansk, une autonomie dont ils pouvaient, par exemple, avoir leur langue, tout ça. Mais ça devait être comme Monaco en France. Vous voyez, Monaco est un roi. Monaco a ces choses par rapport en France, mais ils n'ont pas des ambassadeurs, ils n'ont pas une armée. Donc c'est une autonomie seulement qu'on leur donne pour des petites choses. C'est ça ce qu'on devait donner aux Donetsk et machin. Les Ukrainiens ont accepté, ils ont signé. Mais sur le terrain, ils ne respectaient ça pas. Ils continuaient toujours à menacer les séparatistes, ont tué leurs dirigeants, tout ça. Et c'est là où
Et en plus de cela, leur demande, ils ont forcé, il y a eu maintenant des machins avec les Américains. Ils forçaient de rentrer dans l'OTAN. Donc il y a eu des machins avec les machins avec les entraînements avec les Américains sur le territoire ukrainien. Donc c'est ça ce que les Russes ont eu peur. Ils ont dit que mais ça c'est nos rivales. Donc vous voulez emmener les armes de l'OTAN aussi à notre frontière. C'est comme ça que... Pourtant ils avaient déjà un traité comme ça que l'OTAN ne devait pas s'enliser dans les pays de l'ex-Union soviétique. Mais ils ont quand même... L'OTAN n'a jamais accepté de s'enliser là-bas, mais vu qu'ils faisaient déjà des entraînements, mais bon, les Russes ont préféré attaquer les premiers. Parce que pour eux, dans la logique des Russes, c'est que tôt ou tard, si l'OTAN arrive à nos frontières, s'il y a une menace, nous on sera faible. Parce que la guerre va être dans notre pays. Parce que si quelqu'un à votre frontière, dès qu'il va bombarder, il va rentrer. C'est comme ce qu'eux ont fait en Ukraine. Ils sont partis rentrer en Ukraine pour éviter que la guerre puisse se faire. Donc, ils ont préféré aller commencer déjà la guerre en Ukraine. C'est ça la stratégie. Donc faire la guerre au lieu que la guerre, on puisse te faire la guerre. C'est ça ce qu'ils sont partis faire. Maintenant, donc la Russie a décidé d'envoyer les forces pour renverser le gouvernement. En fait, le but c'est de renverser le gouvernement par force, en attaquant simultanément toutes les bases militaires. Si on me demande, la Russie a-t-elle raison d'envahir l'Ukraine, de faire cette guerre? Je vais vous dire la vérité, c'est non. Moi, je pense que la guerre, c'est pas bon. Il faut sauver des vies. Maintenant, je comprends l'inquiétude de la Russie, je comprends tout ce que j'ai expliqué, tout ça par rapport à leur sécurité. Mais il fallait peut-être chercher d'autres solutions, il fallait peut-être forcer encore dans le dialogue, je ne sais pas comment, moi, mais faire la guerre comme ça se passe maintenant là, c'est vraiment condamnable, c'est pas bon. Ok? Maintenant, après avoir dit ça, est-ce que je soutiens le gouvernement ukrainien? Je pense qu'eux aussi, ils n'ont pas raison de continuer à s'entêter comme ça, à faire la guerre. Une guerre que vos alliés qui devaient vous soutenir, ils ont déjà dit qu'eux ne vont jamais rentrer dans ça. Donc, je ne sais pas pourquoi eux, ils ne prennent pas la sagesse. On a vu le président Viktor Yanukovych qui avait fui. Il est parti pour lui, ses réfugiés en Russie. Et ils peuvent aussi fuir. Oui, c'est vrai que la Russie va annexer peut-être l'Ukraine, peut-être pas aussi. Peut-être, comme ils disent, ça sera une zone tampon. Mais après des années, peut-être Vladimir Poutine ne serait pas là. Il y aura un autre président. Qui savait qu'un jour, l'Union soviétique va se fondre? Donc, chaque vie, c'est quelque chose. Il faut penser toujours à sauver les vies. Les hommes politiques, souvent, ils sont dans un machin de je m'en fous, le m'en foutisme. Le m'en foutisme, c'est pas la sagesse. Ils sont toujours dans une logique de je m'en fous. Après, quand la guerre finit, on va voir même les Russes qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Il y a des Russes qui disent que si c'était à refaire, ils préféraient que les Allemands puissent les prendre. Parce qu'ils ont perdu des millions de personnes. Chaque famille russe a quelqu'un qui est mort pendant la guerre. Donc, pourquoi tout ça? Nous, les Noirs, nous avons été annexés, on a été esclavagisés pendant des années. Aujourd'hui, on a retrouvé notre liberté, bien qu'on dit que c'est une liberté seulement comme ça, mais au moins les gens sont libres. Donc, vous pouvez être sous dominance pour un temps, après, pendant 50 ans ou quoi, après, vous relever. Il faut toujours penser à sauver des vies, mais dommage que les politiciens ne pensent pas ça. Donc, notre souhait, c'est que cette guerre puisse finir le plus vite que possible, ok? C'était tout pour aujourd'hui, c'était votre homme serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire Empire. Abonnez-vous à la chaîne, n'oubliez pas de liker, je vous dis bye!